vais un peu parler de formation et de ressources humaines. Je pense que vous avez tous été confrontés à des fuites de cerveau, entre guillemets, dans ce genre. Vous formez des gens, ouais, des fuites de main, ouais. Vous formez des gens, mais il y a un petit cerveau aussi. Vous formez des gens et au bout d'un mois, enfin d'un certain temps, ils repartent parce qu'ils ont eu de meilleurs. Comment on fait déjà pour former les gens? Qu'est-ce que ça représente en termes d'argent? Et comment on fait pour les retenir, surtout? Parce que ça, je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. On fera un petit tour de la question. Je vous laisse. D'accord. Bon, côté budget, je saurais franchement, je saurais pas dire pour le moment. J'ai pas le chiffre en tête. Pas de problème. Par contre, aujourd'hui, la formation continue, elle est très indispensable. Très indispensable pour accompagner, comme j'ai dit tout à l'heure, toute la partie transformation technologique. La formation continue aujourd'hui, elle nous permet aussi d'assurer d'un côté l'assertivité de nos employés ou de nos collaborateurs et d'assurer qu'effectivement il y a un certain standard. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre le constructeur et un garage lambda. C'est vraiment ce process-là qui doit être respecté, soit en termes de diagnostic, soit en termes de réparation elle-même sur le terrain. Et tout ça, c'est dans un cadre d'améliorer, je reviens sur le sujet initial qui était la rentabilité, la productivité au niveau de l'atelier. Donc aujourd'hui, la formation, elle reste très nécessaire et primordiale pour assurer un bon service aux clients. Parce qu'une réparation faite, on appelait ça fix it right first time. Donc c'est réparer bien le véhicule la première fois qu'il rentre au niveau d'atelier, et ça reste un élément crucial pour la satisfaction pour le service client. Aujourd'hui, la tentation elle est énorme, que ce soit sur le territoire marocain ou carrément on a des personnes aujourd'hui qui sont très sollicitées par rapport à des pays où ils trouvent leur compte par rapport à la compétence marocaine. Donc aujourd'hui on est un petit peu victime voilà, du succès des compétences marocaines. Et c'est moyennant cet accompagnement, moyennant cette proximité, puisqu'on investit toujours dans ce potentiel humain. Donc c'est une façon de vraiment les retenir, parce que certes le marché il a toujours des véhicules thermiques, puisqu'on est voire 80% du thermique entre l'essence et le diesel à date. On a un parc vraiment âgé, donc on a de quoi travailler sur ce parc-là, mais pratiquement toutes les personnes sont novices par rapport aux nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, c'est un levier aujourd'hui qui nous permet de retenir effectivement notre personnel et nos collaborateurs. Bon, alors sur la formation, c'est un gros sujet. Dans les standards du constructeur, il y a des normes. On vous dit, un atelier, il doit avoir, qui a tant de techniciens, vous devez avoir un pourcentage qui est certifié, par exemple level 1, un pourcentage certifié level 2, level 3, level 4, etc. Et bien sûr, pour faire un level, il faut que vous ayez fait le level d'avant. Aujourd'hui, un master diag, c'est-à-dire la plus haute autorité technique dans un atelier, chez nous, pour arriver à ce niveau-là, c'est autour de 300 000 dirhams de formation. Donc c'est un petit MBA, quoi. D'accord. Donc c'est parce qu'il a fait le L1, L2, L3, L4 jusqu'à S. Ce sont des formations alors dans le L1 vous avez un peu de online, mais quand vous arrivez déjà au L3, L4, vous êtes obligé de vous déplacer. Ça se passe à l'étranger et vous payez les frais annexes, mais vous payez aussi les frais de la formation. Et ça, c'est très lourd. Moi, dans ma structure, le budget formation technique, hein, je ne parle pas des autres formations, Excel, communication, tout ça. Non, je parle uniquement technique en vue de certification. On est à plus de 3 millions de dirhams par an. D'accord. Donc après, vous avez un organisme qui vient comme une fleur, qui fait un super séminaire dans un hôtel, en invitant les techniciens de toutes les marques, et qui leur fait un pont en or pour aller travailler au Canada ou en Europe ou dans le Golfe. On a l'OFPPT,
dont on est les premiers clients, qui vous fait un appel d'offres pour recruter des instructeurs et qui les pompe chez nous. On a tous eu ce genre de cas. J'ai même fait une réclamation à l'ONATRICHA pour lui dire, bon, je veux dire, il y a rien. L'OFPPT paye mieux que vous. C'est bizarre. Hein? L'OFPPT paye mieux que vous, alors. Non, alors, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, ils vont prendre un technicien level 3, par exemple, chez moi, qui va être payé autour de 7 000 dirhams. On va lui proposer le même salaire avec un statut fonctionnaire pour un volume horaire de 18 heures par semaine. Ouais. 18 heures, c'est sans les absences. Hein. Ouais. Donc le gars, il peut avoir son garage à côté, travailler, enseigner, statut fonctionnel. Ça, c'est la stricte vérité. Alors après, vous avez des gens qui viennent vous voir, qui vous disent, moi, c'est un choix de vie, parce qu'on me fait un visa, j'ai mes enfants qui vont avoir accès à un système d'éducation, etc. On ne peut rien contre ça. Mais le problème, c'est que quand il y en a un qui fait le pas, bah, les petits copains sont au courant. Donc on a vraiment un sujet. J'étais à Dubaï il y a 2 ou 3 semaines, on parlait du sujet RH. C'est dramatique. Dans le Golfe, vous imaginez que le turnover d'un atelier dans le Golfe est de l'ordre de 40%. 40% changent de crèmerie chaque année. Et ils sont juste, voilà, il était à Dubaï, il est parti au Qatar, puis après il est parti à Bahreïn, il est parti, etc. Et à chaque fois, c'est 20-30%. Les salaires sont incroyables. Et donc aujourd'hui, vous avez même des industries parallèles qui se sont créées, par exemple en Égypte, d'académies de fabrication de techniciens pour ces pays-là. Et entre vous, il n'y a pas de concurrence entre vous? Ah ben, c'est pas le monde des bisounours non plus. On a cette belle question. Non, il n'y a pas de concurrence, évidemment. Tissam est une ex-collaboratrice. Pour répondre à la question. Non, c'est sûr que la formation, c'est un sujet fondamental. Alors, on pense toujours à la formation technique, mais il y a la formation non technique aussi, puisque, encore une fois, tout ce qui est front office, ça participe aussi à la qualité et à la perception de la qualité du service. Je dis souvent, pour caricaturer, que on peut avoir des très bons techniciens, mais si on a un mauvais conseiller service, la perception du service restera très mauvaise. Donc, c'est vraiment très lié. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, pour nous, alors je ne le quantifierai pas forcément en termes d'argent, mais on a dû investir dans un centre de formation, on a investi sur des formateurs, on fait de la formation locale, mais on envoie aussi nos collaborateurs en formation à l'étranger. On a aussi une concurrence d'ailleurs dans la même marque de certains importateurs. On a effectivement les techniciens marocains sont vraiment reconnus comme étant très bons, et d'ailleurs il y a des challenges qui sont souvent organisés au sein de la marque, et pour ce qui nous concerne, on est plutôt bien placé à chaque fois. Donc ça montre qu'il y a une vraie technicité. Et donc c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps passé. Nous, sur le réseau KIA, on a à peu près 70 techniciens à peu près dans le réseau, et on les forme nous-mêmes entre 50 et 60 heures par an. Donc on a constamment des gens qui sont en formation chez nous, et sur la formation non technique, c'est un peu la même chose. Donc c'est vraiment des gros investissements. Après, c'est aussi une façon de les garder. Quand on parlait de loyauté, parce que c'est intéressant, c'est épanouissant professionnellement d'accompagner la mutation technologique dans laquelle on est, et puis d'être formé en permanence. Donc on a le même système avec des niveaux de formation, d'expertise, et qui permettent à ces personnes de réaliser une carrière en fait dans ce périmètre-là.